Salut à tous, c'est Christophe pour la chronique politique. En cette période de pandémie, le laboratoire de virologie P4 de Wuhan est source de beaucoup de fantasmes et d'interrogations. Ce laboratoire, permettant théoriquement d'étudier en toute sécurité les virus les plus dangereux, a été vendu par la France à la Chine en 2004. Vendre un labo de ce niveau à une dictature, était-ce franchement une bonne idée? On peut en douter. Et pourtant, ce n'est pas la première fois que la France, au nom de la recherche et de la coopération internationale, fournit une technologie dite duale, c'est-à-dire à la fois civile et militaire, à un régime dictatorial. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un précédent qui s'appelle Osirak. Dans les années 70, les dirigeants français, dans leur immense sagesse, ont eu la bonne idée de vendre un réacteur nucléaire à l'Irak. À l'époque, le pays est dirigé par le parti Baas, le parti nationaliste et socialiste panarabe de Saddam Hussein, et ce depuis quelques années suite à un coup d'État. En 1975, Saddam, alors vice-président, se rend en France où il rencontre le Premier ministre Jacques Chirac et le président Giscard et visite le centre de recherche nucléaire de Cadarache. Nos deux pays signent la même année un accord de coopération nucléaire, les liens économiques entre la France et l'Irak étant alors très forts. L'Irak est le premier client de la France au Moyen-Orient, aussi bien pour du matériel civil que militaire, et est notre second fournisseur de pétrole. Pour les dirigeants français, il semble donc normal d'exporter notre savoir-faire dans le nucléaire auprès de ce pays avec lequel on s'entend si bien. Eh bien, l'accord de coopération nucléaire est au point, nous l'avons même complètement arrêté. Combien de centrales sont en jeu? 20 mois. L'Irak, qui n'a alors que de petits réacteurs de laboratoire de très faible puissance, envisage un réacteur de 1700 MW, et Saddam ne cache pas ses vues clairement militaires à terme, ce type de réacteur permettant de produire du plutonium militaire. Mais finalement, à cause des traités de non-prolifération, c'est un petit réacteur de 70 MW qui sera construit, copie conforme du réacteur de recherche français Osiris, et dénommé Osirak, parce que les Français aiment les jeux de mots, voire même Ochirak, parce que certains sont mauvaise langue, et qui sera appelé Tammuz par les Irakiens, qui n'ont pas du tout le même sens de l'humour. Ce réacteur, ou plutôt ces réacteurs, Osirak et une version miniature appelée Isis, seront construits sur le site irakien de Tuwaïta, qui accueille déjà les réacteurs de faible puissance, et seront gérés jusqu'en 1989 par des équipes françaises, sous le contrôle de l'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Mais si le réacteur est de faible puissance, il utilise tout de même un uranium-235 fortement enrichi, à plus de 90%, soit du combustible de qualité militaire, et ce partenariat ne laisse pas indifférent au Moyen-Orient. Israël, en conflit avec les régimes arabes baassistes, est viscéralement méfiant, on ne sait pourquoi, vis-à-vis des dictateurs moustachus antisémites, va tout mettre en œuvre pour empêcher le régime irakien d'accéder à la technologie nucléaire. Début 1979, un groupe du Mossad, les services secrets israéliens, fait exploser la cuve du réacteur alors en construction en France, puis élimine à Paris un ingénieur nucléaire égyptien travaillant sur le projet. La cuve sera réparée et cela ne stoppera pas la construction du réacteur Osirak. Côté irakien, en juillet de la même année, Saddam Hussein fait un putsch et devient le seul maître du pays. L'année suivante éclate la guerre irako-iranienne, une tuerie qui fera la part belle au matériel français. De 1980 à 1988, la France vendra pour près de 60 milliards de francs d'armes à l'Irak. Des Mirage F1, des chars, des canons. On prête même des super-étendards équipés de missiles Exocet, le tout souvent à crédit et sans aucune réserve. Les Iraniens bombarderont Osirak sans succès. Les Israéliens, eux, toujours aussi peu enthousiastes à l'idée de voir un pays voulant les rayer de la carte disposer d'équipements nucléaires, décident en 1981 de frapper fort. Fini les commandos discrets et les opérations à la James Bond, ils lancent l'opération Opéra, un raid aérien au cours duquel un escadron de chasseurs, maquillé en appareil jordanien pour ne pas éveiller l'attention, larguera 16 tonnes de bombes sur le site nucléaire, le détruisant en partie et tuant au passage un employé français de la société Air Liquide. Suite à ce raid, condamné à l'international, le vice-président irakien, Tarek Aziz, se rend chez ses amis français pour leur demander gentiment de reconstruire le réacteur. Pour son premier contact officiel avec les nouveaux dirigeants français, le vice-premier ministre irakien, Tarek Aziz, est porteur d'un dossier de la plus haute importance. Obtenir de la France qu'elle reconstruise le centre nucléaire de Tammuz, détruit par l'aviation israélienne le 7 juin dernier. Il faut rappeler que l'Irak est notre plus important client au Moyen-Orient, ainsi que notre deuxième fournisseur de pétrole. Or, tout cela va dépendre de la réponse de la France quant à la reconstruction de Tammuz. Le président irakien Saddam Hussein a déclaré publiquement qu'en cas de refus, il s'adresserait à d'autres pays pour le programme nucléaire ainsi que pour le développement économique de l'Irak.
Après des négociations impliquant donc un petit chantage économique, cette bonne guerre, la France accepte de reconstruire le réacteur avant de se rétracter en 1984. Les Irakiens ne disposeront donc plus que des générateurs de recherche de faible puissance, obtenus auprès des Soviétiques. Sans le bombardement israélien, il est probable qu'après 1989, les Irakiens, qui auraient pris en main la gestion d'Osirak, auraient pu mener à bien leur projet de bombe atomique grâce au matériel français, en le détournant de son usage originel. Mais l'opération Opéra ne va pas pour autant mettre un terme au programme nucléaire irakien. Saddam Hussein comprend après cet épisode qu'il ne pourra rien faire aux yeux de tous, avec les agences internationales dans les pattes et les services secrets ennemis sur le qui-vive. Aussi, après 1981, l'Irak va continuer sa quête de l'arme nucléaire, mais dans le plus grand secret. Pendant une décennie, 10 000 personnes vont être employées sur une trentaine de sites clandestins, impliquant toutes les étapes de l'industrie nucléaire, de l'enrichissement d'uranium à la mise au point d'ogives. Ce programme ne sera découvert et stoppé qu'après la guerre du Golfe. Voilà donc comment, par avidité commerciale et bêtise, les dirigeants français ont failli permettre à un dictateur de posséder l'arme atomique. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a appris des choses, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine.